Bonsoir et bienvenue, voici les titres du 22h ce soir. C'est une semaine cruciale qui s'ouvre pour le gouvernement, tout s'enchaîne. Rapport de la Cour des comptes ce matin, discours programme du Premier ministre demain, premières annonces lors du Conseil des ministres mercredi. La semaine de vérité est arrivée, alors à quoi faut-il s'attendre? Austérité, rigueur, rigorisme ou pragmatisme? Quelle sera la ligne du duo Hollande-Hérault? C'est le débat du 22h ce soir. On les dit un peu en froid après le sommet européen de fin juin. Angela Merkel et François Hollande ont-ils vu leurs relations se détériorer? La droite s'en inquiète, mais les deux dirigeants donnent des signes de bonne entente. La preuve, ils seront présents à Reims dimanche 8 juillet lors des festivités du 50e anniversaire du traité franco-allemand. À la même date, en 1962, Charles de Gaulle et Konrad Adenauer avaient scellé la réconciliation entre les deux pays. Le premier s'est déclaré candidat à la présidence de l'UMP. Le second patiente, dit-il, jusqu'au bon moment. Et le troisième attend que les deux premiers changent d'avis pour se présenter en alternative. Ce n'est pas très simple, je vous l'accorde, mais une chose est sûre, François Fillon, Jean-François Copé et Alain Juppé sont sur la ligne de départ pour prendre la tête de leur formation politique. Et plus, si affinité. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être avec nous ce soir. Le mot rigueur reste tabou chez les responsables politiques d'aujourd'hui comme d'hier. Mais ce mot ne fait pas peur à Didier Migaud. Le premier président de la Cour des comptes n'entrevoit pas d'autre issue que plus de rigueur. L'audit tant annoncé rebat les cartes pour le gouvernement, sommé de réduire les dépenses et contraint d'augmenter les impôts. On voit tout cela avec Marie Brémaud. La tâche s'annonce immense, l'équation budgétaire difficile. Didier Migaud a dévoilé le rapport de la Cour des comptes, un rapport sans concession qui prône très clairement la rigueur à tous les niveaux pour l'année 2013, année cruciale où il faudra redoubler d'efforts. L'effort estimé à 33 milliards d'euros, si la croissance économique est de 1%, est cependant nécessaire et réalisable. La Cour des comptes donne quelques pistes à suivre. Du côté des dépenses, tout d'abord, toutes les administrations, tous les services vont devoir se serrer la ceinture, mais la sécurité sociale devra particulièrement faire attention et freiner les dépenses. Les collectivités territoriales sont également mises à la diète. La Cour suggère une baisse massive des dépenses de fonctionnement. Mais Didier Migaud a particulièrement insisté sur un point. Le principal enjeu budgétaire porte sur la masse salariale. En effet, ces dépenses, y compris les pensions, représentent 13,6% du PIB, toutes administrations confondues. En clair, il va falloir supprimer des postes de fonctionnaires de 15 000 à 30 000 par an. Mais les propositions des sages de la rue Cambon ne s'arrêtent pas là. L'augmentation des recettes, c'est-à-dire des impôts, est inévitable. Suppression totale des niches fiscales et sociales, augmentation au moins temporaire de la TVA et de la CSG. Avec ce rapport, la Cour des comptes nous rappelle que pour sortir de la crise, l'essentiel du chemin reste devant nous. Et ce rapport intervient à la veille du discours de politique générale du Premier ministre, confronté à une équation budgétaire très compliquée. Le duo Hollande-Hérault s'apprête à dévoiler la façon dont seront tenus les engagements de campagne. C'est donc un moment de vérité pour l'exécutif. Les détails avec Sophie Normand. Peu de surprise pour l'année 2012, les menaces de dépassement budgétaire sont d'une ampleur réduite. Pour la droite, la Cour des comptes donne raison à Nicolas Sarkozy. C'est un quitus de la bonne gestion de la majorité précédente et c'est d'autre part une incitation, pour ne pas dire une injonction, au nouveau gouvernement de poursuivre la baisse des déficits et de le faire non pas par des augmentations d'impôts, mais par des baisses de dépenses publiques. Du côté de la majorité présidentielle, c'est une toute autre lecture du rapport. Tous les cadeaux fiscaux qui ont été effectués tout au long des 5 dernières années du mandat de Nicolas Sarkozy, qui avait commencé donc avec ce fameux paquet fiscal de 15 milliards d'euros par an, évidemment, c'est 15 milliards d'euros chaque année qui ont été perdus et qui ne sont plus dans les finances de l'État. Entre 6 et 10 milliards d'euros à trouver en 2012, 33 milliards en 2013, tout cela pour respecter les engagements européens de la France. Pour le Front de gauche, les préconisations de la Cour des comptes ne sont rien moins qu'un appel à l'austérité. Les mesures annoncées, c'est la récession et donc plus de pauvreté. En un mot, la rigueur, une notion plus ou moins assumée par le Parti socialiste. Il y a avant tout une ligne droite pour le redressement du pays. C'est la feuille de route, redresser le pays, et le redressement du pays ne peut se faire que dans une gestion rigoureuse
Simple recommandation de la Cour des comptes, il faudra attendre demain et le discours de politique générale du Premier ministre pour en savoir plus sur la future politique budgétaire du gouvernement. Et toutes ces mesures à venir seront étudiées lors d'une session extraordinaire du Parlement. Les séances seront très chargées au Sénat. Au menu notamment le collectif budgétaire qui met à contribution banques et pétroliers. Nathalie Guilloire. Priorité numéro 1 du gouvernement, réajuster les comptes de 2012. 3 jours y sont consacrés au Sénat lors de la session extraordinaire. Le collectif budgétaire devra valider les premières mesures fiscales du quinquennat de François Hollande. Sans surprise, via une contribution exceptionnelle, le relèvement du barème de l'ISF rapporterait 2,3 milliards d'euros de recettes. Déjà annoncé également la baisse des franchises sur les droits de succession qui devra accroître de 140 millions d'euros les recettes de l'État. Les banques aussi sont mises à contribution. La taxe sur les transactions financières sera relevée des 0,1 à 0,2% pour un bénéfice de 350 millions d'euros. Troisième chantier important, le forfait social sur la participation et l'intéressement. Touchant les grandes entreprises, il sera relevé de 8 à 20%, une contribution patronale pouvant atteindre 550 millions d'euros de recettes. Une taxe de 3% sur les dividendes des entreprises est aussi prévue. En 3 jours, le Sénat devra valider entre 6 et 10 milliards d'euros. Cette première loi de finances représente près de la moitié du total des hausses d'impôts prévues durant la campagne de François Hollande. Et nos invités pour évoquer cette actualité chargée, invité politique du 22h, le président du Nouveau Centre, Hervé Morin, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Avec nous également notre chroniqueur Jean-Louis Goumbaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Et Bruno Roger-Petit, bonsoir. Bonsoir. Chroniqueur au plus du Nouvel Observateur. Mais si on va d'abord parler du rapport de la Cour des comptes, ou plutôt de la leçon des Cours des comptes, Jean-Louis Goumbaud, est-ce qu'il y a des surprises, des éléments inattendus dans ce rapport? Non. Il n'y a pas véritablement de surprise. On savait que la récession, en tout cas la chute de la croissance, allait provoquer un étranglement des recettes. Les chiffres étaient grosso modo évalués, une petite dizaine de milliards manquants en 2012, une bonne trentaine de milliards manquants pour 2013, une jolie quarantaine de milliards au total à trouver d'ici à la fin 2013 si on veut atteindre les fameux 3% de déficit public par rapport au PIB. Alors on attendait des critiques, je vous ai entendu la droite à l'instant et le représentant de la droite ou de la gauche, des critiques sur l'un ou sur l'autre sur sa gestion. En réalité, il n'y a pas de critique de la politique financière suivie par M. Sarkozy. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cadavre dans les placards budgétaires comme... Alors s'il y a un cadavre que M. Migaud a souligné ce matin, mais globalement il n'y a pas de critique globale. Au contraire, il dit même en 2011, il souligne à plusieurs reprises dans sa conférence de presse qu'en 2011, il y a eu des progrès réels qui ont été faits pour réduire le déficit structurel. Les cadavres, ils sont suivants. Il lui reproche quand même de ne pas avoir tenu compte pour faire le budget 2012 d'un contentieux fiscal qu'il avait avec la Commission européenne, qui était d'ailleurs au tribunal de Luxembourg. Il savait qu'on allait perdre ce contentieux fiscal, qui représente à peu près 5 milliards, et qui ont été mis de côté alors qu'ils auraient dû quand même intégrer, parce qu'on savait que ça allait tomber et qu'il va falloir maintenant régler. Vis-à-vis de la gauche, il n'y a pas non plus de critique fondamentale. D'ailleurs, de toute façon, elle n'a pas fait grand-chose encore pour le moment. Il y a quelques dépenses d'ailleurs, mais quand même, il n'y a pas grand-chose. Il lui reproche quand même implicitement de renoncer à la fameuse RGPP, car ça avait, disons, sa préférence, le fameux 1 sur 2, et il dit, mais en fin de compte, pour rattraper ça, il va falloir bloquer les salaires de tous les fonctionnaires restants, voire bloquer les promotions de carrière à l'intérieur de la fonction publique. Hervé Morin, est-ce que vous voyez dans ce rapport, comme la droite, un quitus de la bonne gestion des finances publiques lors du précédent quinquennat? Écoutez, clairement, il n'y a pas, je vais me répéter, il n'y a pas de cadavre dans les placards. Il y a en effet, comme chaque exécution de loi de finances, un certain nombre de corrections à effectuer en cours d'année. C'est le cours naturel des choses en fonction des hypothèses de croissance ou en fonction d'un certain nombre d'éléments comme ce contentieux fiscal qui, il est vrai, était déjà connu. Globalement, c'est tout de même une fois de plus le reniement de la campagne électorale. C'est-à-dire ? Sur la fonction publique, je vous rappelle que personne n'évoquait l'idée de supprimer 2 fonctionnaires, de ne pas remplacer 2 fonctionnaires sur 3, puisque c'est ça le résultat qui sera annoncé ou énoncé dans quelques semaines. Dès lors que vous augmentez le nombre de fonctionnaires dans l'éducation nationale et la justice, sans vous préoccuper sur l'amélioration du système. Oui, parce que effectif global aussi, précisons les choses.
Et deuxièmement, dès lors que vous ne touchez pas à ce qui représente à peu près la moitié de la fonction publique française, ça veut dire que vous allez être obligé de demander un effort absolument colossal aux autres administrations pour avoir été mise à la défense pendant 3 ans et demi, pour avoir procédé à une des réorganisations les plus profondes du ministère avec 54 000 suppressions de postes. Je ne vois pas comment on va pouvoir supprimer plusieurs milliers de postes supplémentaires. Je m'adresse à l'ancien ministre de la Défense. Le gouvernement a prévenu ce soir qu'il n'y aura pas de nouvelles suppressions d'emplois par les forces armées, que les crédits d'investissement de la Défense ne seront pas reniés. Vous dites que c'est impossible. C'est impossible. Je peux d'ores et déjà vous annoncer, sans risque de me tromper, que le ministre de la Défense, avant la fin de l'année, après un nouveau livre blanc, annoncera une réduction considérable du format de l'armée française. Ça ne peut pas être autrement. C'est le fruit supplémentaire de ce que représente 30 ans d'incurie budgétaire. Bruno Roger-Petit, ce rapport révèle aussi surtout l'ampleur des difficultés qui nous attendent en 2012, mais surtout en 2013. C'est un choc budgétaire qui est préconisé, selon vous? Oui, enfin, en même temps, il n'y a pas de grande surprise pour les socialistes au pouvoir. C'est-à-dire que ce qu'ils découvrent là, en fait, dans les grandes lignes, ils le savaient. Et donc, quand vous conversiez le temps de la campagne électorale avec certains de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, ils vous le disaient. Et alors, il y avait déjà, à l'époque, avant l'élection présidentielle, l'idée qu'il ne fallait pas employer le mot de rigueur. Donc, on parlait beaucoup de sérieux. Voilà, c'était notamment une des phrases, le mot clé auquel... Sérieux juste. C'était le sérieux. Bon, voilà. Donc, on voit bien avec ce rapport le paysage, mais encore une fois, les socialistes le savaient, qui est celui à l'intérieur duquel ils vont devoir à la fois concilier l'exigence de justice sociale que François Hollande a défendue tout au long de la campagne présidentielle, et puis un contexte qui est ce qu'il est, et qui fait qu'il va falloir de toute façon combler les déficits partout où ils sont. Et donc la difficulté justement, ça va être de tenir sur la justice sociale. Donc on a bien vu les premières mesures qui ont été annoncées durant le mois entre l'élection présidentielle et les élections législatives, une taxe sur les transactions financières, des choses comme ça, mais enfin on voit bien, ce sont quelques centaines de millions d'euros ici, quelques dizaines de millions d'euros là, ce n'est pas suffisant. Donc ce qui est intéressant maintenant, ça va être de savoir où on va chercher l'argent et où on réduit les dépenses. Et nous le saurons dès demain et après-demain au Conseil des ministres. Hervé Morin, mais quand même, le gouvernement annonce des économies. Quel visage montre la gauche selon vous? Pendant des mois, des semaines, la droite et le centre-droit avaient parlé d'une gauche laxiste, dépensière, angélique. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, elle est pragmatique. Reconnaissez-le. La gauche est face à une réalité qui est incontournable, c'est tout. C'est-à-dire qu'on a raconté une histoire pendant la campagne présidentielle en sachant que cette histoire-là ne serait plus la même demain. C'est tout aussi simple que cela. Alors quand vous abordez un début de quinquennat, grosso modo en déchirant chaque terme du contrat, ça va rendre compliqué politiquement assez rapidement l'expression de cette réforme. Parce que quand vous avez dit à des fonctionnaires qu'il n'y aurait plus de RGPP, quand vous avez expliqué sujet après sujet qu'on réformerait en profondeur le régime des retraites, que sur d'autres on évoquait par exemple, si on prend des sujets militaires, la renégociation de notre intégration au sein du commandement militaire de l'OTAN, tout ça ayant été abandonné. Vous prenez sujet après sujet, vous pouvez réécrire une autre histoire. Et donc je pense que le réveil va être brutal politiquement. Pourtant, François Hollande n'a pas promis la Lune lors de sa campagne. Mais Jean-Louis Gombault, est-ce qu'il y a des renoncements déjà? Ben non, parce qu'en réalité, je pense que les gens ont entendu ce qu'ils voulaient entendre. Mais quand vous écoutez bien ce qu'a dit M. Hollande, il n'avait pas fait beaucoup de promesses. Lorsqu'il dit « je stabiliserai le nombre de fonctionnaires et j'en embaucherai 60 000 dans l'éducation », ça voulait dire effectivement qu'il fallait supprimer ailleurs. Et vous avez raison. En gros, sur les 2 millions de fonctionnaires, vous avez la moitié qui est pour l'éducation nationale. Et dans le million qui reste, vous avez la moitié qui est soit à la Défense, soit à Bercy. Soit à Bercy. Non, à l'intérieur, il va encore en créer des postes. Puisqu'il oui, il en prend 20 000 par an. Donc, en gros, là où il peut frapper, c'est la Défense et Bercy. Voilà, en gros, dans les 500 000 qui restent. Et bon, nous l'avions dit ici, de toute façon, on l'avait dit. Il n'y a pas de secret, c'est mathématique. Donc,
automatique. La seule chose qui effectivement a un peu changé, c'est que quand même pour 2013, on était parti sur 1,7% de croissance, on va vers 1%. Comptez que pour 0,1 point de croissance en moins, ça vous fait 1 milliard. Donc pouf, 6 milliards qui arrivent dans la vue et qui, eux, n'étaient pas véritablement prévus. Et là, le gouvernement engagera à ce moment, en 2013, la baisse, une forte baisse des dépenses publiques. J'ajoute que pour le gouvernement, il y aura un exercice qui sera beaucoup plus compliqué, qui est celui des régimes de sécurité sociale. Parce que la dépense publique, c'est d'abord et avant tout aujourd'hui des dépenses sociales. Et là, j'attends de voir comment on va aborder ce sujet. Bruno Roger-Petit, peut-être que François Hollande va méditer cette maxime. On ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Est-ce qu'il peut en sortir? Exactement. Et François Mitterrand, est-ce qu'il peut en sortir à son avantage? Est-ce que la clarté, c'est maintenant? Mais alors là, je trouve, alors peut-être que je vais poser quelques problèmes à Hervé Morin, mais je trouve qu'il y a un discours qui est un petit peu exagéré. Là, Hervé Morin vient d'en donner l'illustration en disant que François Hollande voulait annihiler la réforme des retraites à laquelle avait procédé Nicolas Sarkozy. C'est pas ça qui s'est passé. Il y a eu un engagement. Non, il y a eu un engagement de campagne pris par François Hollande qui consistait à dire, pour les salariés qui ont commencé à travailler à l'âge de 16 ou 18 ans, je ne sais plus très bien, mais qui ont déjà leurs 18 ans, qui ont déjà leurs 40 années de cotisation et qui seraient sanctionnés par la réforme des retraites Sarkozy, on rétablira le droit à la retraite à 60 ans. C'est ce qui a été fait, ça vise 110 000 personnes par an, et je parle sous le contrôle de Jean-Louis, mais je crois que ça a été financé. Oui. Bon. Voilà, ça c'est la seule réforme engageant de l'argent qui a été faite jusque-là par le gouvernement Hollande. Et elle était annoncée. Non mais je veux dire, non mais c'est une réforme. Non mais pardon. C'est de la perception. C'est typiquement une réforme à crédit pour une raison simple, c'est qu'on sait qu'en dans 2 ou 3 ans, il nous faudra revoir une nouvelle fois notre régime de retraite, puisque nous ne serons plus à nouveau à l'équilibre. C'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'orientation des retraites. Dès lors qu'on sait qu'en 2015, ce qu'on a accordé en 2012 ne tiendra plus, je dois dire que on voit bien qu'on est dans des exercices qui sont des exercices de symbolique, mais qui ne correspondent pas au fond aux problématiques auxquelles sont posés le pays. De toute façon, même avec la réforme de M. Sarkozy, en 2017, ça n'allait plus. Et maintenant, on dit 2015. Alors, bien. Ce que je veux dire, moi j'ai une position un peu iconoclaste. J'estime qu'il n'y a pas eu de réforme de retraite sous le quinquennat Sarkozy. Il a simplement retardé l'âge de la retraite. J'appelle pas ça une réforme. J'appelle repousser l'âge de la retraite. Alors je là, suis du même avis faire mettre la retraite à 70 ans. Non, ça aurait été repoussé encore plus. On peut pas appeler ça une réforme des retraites. Donc, non, mais ce que je veux dire, mon point de vue n'a guère d'importance. Ce qui est intéressant, c'est que le Parti socialiste, M. Hollande, dit j'engagerai une réforme des retraites. Et effectivement, on ne peut pas dire que reculer l'âge de la retraite, c'est faire une réforme. Mais vous savez bien que dans cette réforme-là, la question de la durée est la variable majeure d'ajustement. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme réforme de retraite? C'est faire un régime de retraite universel, ce que, pour ma part, je suis favorable, et un système par points, type ce qui peut exister en Suède. Bien, mais si vous mettez ça, ça suffit pas. Il faut aussi prévoir un allongement de la durée. Notre situation est liée bien sûr à celle de l'Europe. Hervé Morin, François Hollande veut soumettre rapidement au Parlement pour ratification voilà encore un renoncement. Toutes les décisions adoptées au dernier sommet européen et le traité. C'est donc un PAC qui va proposer. Est-ce que vous le voterez? Je le voterai, mais je dis que c'est encore du replâtrage et je dis que c'est encore des rustines. J'ai dit la même chose à Nicolas Sarkozy en son temps. Nous avons besoin d'une réforme systémique. Nous avons besoin de mettre en place des institutions intégrées allant vers le fédéralisme au sein de la zone euro. Tant que nous n'irons pas vers ce chemin... On est sur ce chemin. Mais non, on n'est pas sur ce chemin. On n'a absolument pas intégré la question fiscale, la question du socle social. On n'a absolument pas intégré des politiques industrielles européennes, des politiques de recherche européennes qui nous permettraient de pouvoir construire cet ensemble économique intégré dont nous avons besoin. Et par ailleurs, nous restons encore très en deçà sur les mécanismes budgétaires qui permettraient à l'Europe de pouvoir être
elle-même facteur de croissance. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un budget européen, l'impôt européen, bref, que nous tirions les conséquences d'une décision que nous avons prise il y a une dizaine d'années, c'est-à-dire de créer une monnaie commune qui est une monnaie unique. Vous voterez ce pacte sans la fameuse règle d'or budgétaire inscrite dans la Constitution, donc c'est un renoncement de votre part, là. Non, mais je suis pragmatique. Je vais éviter François Hollande l'est aussi, peut-être. Je vais éviter d'être idiot. Je pense qu'on a besoin d'aller vers plus d'Europe, et même si ça n'est pas assez, c'est un pas de plus. Jean-Luc Gombault. Alors, moi je pense quand même qu'un, peut-être pas un virage, mais une avancée a été faite lors du dernier. Si, quand même. Alors, sauf à dire que rien ne change, c'est toujours la même chose. Il y a quand même, on a mis quand même les mots, quand même. On a mis les mots. Et je pense que quand même, il y a un pas, alors, qui est un petit pas, mais il y a la volonté d'avancer vers le fédéralisme. Il y a une volonté. Ce sont des pas techniques, alors qu'on a besoin d'un élan politique. Mais qui peut on a besoin d'un Hervé Morin. Nicolas Sarkozy ne On a besoin d'une initiative franco-allemande parce que ça a toujours fonctionné comme ça. Une initiative franco-allemande où le chef d'État français et allemand se prennent par la main et décident ensemble de faire un saut majeur vers le fédéralisme en acceptant des abandons de souveraineté dans des institutions nouvelles. Et là, on est toujours sur des mécanismes qui restent des mécanismes qui sont dans les mains des États. Or, vous ne réussirez que si vous avez des institutions nouvelles capables de décider. Nous n'avons pas d'institutions nouvelles capables de décider. Vous prenez la révolution, là. Ça va passer en oui, quelques je pense mois. qu'il y a des moments d'histoire. Et là, on est dans un moment d'histoire. Je l'ai dit à François Hollande quand je l'ai rencontré. Je lui ai dit, vous avez une chance historique. C'est d'être le président de la République française qui fait faire un saut majeur dans la construction de l'Europe. Que vous a-t-il répondu? Et il m'a répondu une chose juste. Il m'a dit, vous avez quand même conscience que même si tout le monde sait qu'on a besoin de plus d'Europe, le repli national est fort. Et il me dit, est-ce que vous pensez un seul instant qu'on peut gagner un référendum aujourd'hui sur l'intégration fédérale en Europe? Je dis non, mais il y a... Non, mais il y a un Parlement pour ça et il y a un moment où il faut prendre ses responsabilités. Bruno Roger-Petit, sur la relation franco-allemande, est-ce que vous la jugez plus équilibrée à présent? Il y a des signes de bonne entente. On a appris qu'il y a la célébration du 50e anniversaire du traité franco-allemand. C'est à Reims, ce sera le dimanche 8 juillet. Angela Merkel et François Hollande côte à côte. C'est un signe quand même. C'est un signe institutionnel puisque ça relève d'un calendrier établi à l'avance. Ce qui est intéressant en revanche, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. C'est-à-dire que du temps de Nicolas Sarkozy, pardon Hervé, on nous expliquait qu'il fallait absolument, grosso modo, s'aligner sur l'Allemagne, sans quoi l'Europe courait à sa perte. Et nous avions tous les 2 ou 3 mois un sommet européen de la dernière chance où le président de la République revenait à la télévision nous dire on a sauvé l'Europe et probablement le monde. C'était 25 octobre 2011 et 29 janvier 2012. Bon. Et on nous disait, Angela Merkel ne bougera sur rien. Bon, que s'est-il passé? François Hollande a quand même pris l'initiative, avec M. Rajoy, Premier ministre espagnol, M. Monti, Premier ministre italien, et on a quand même fait un peu plier, en faisant des concessions au passage, c'est vrai, Mme Merkel. Donc ça, c'est quand même à mettre au crédit du président de la République actuel. Oui. Oui. Et puis, deuxième temps, sur cette histoire de... je note que vous ne dites pas non. Sur cette histoire de fédéralisme, ce que vient de rapporter Hervé Morin est quand même très intéressant. C'est que nous sommes dans un temps où, effectivement, si on veut que l'Europe avance et continue de se construire, il faudra sans doute renoncer à quelque part de souveraineté et avancer vers le fédéralisme. Mais nous sommes aussi dans un temps où, depuis 2005, nous savons, particulièrement en France, que les peuples souverains ne veulent plus de cette construction européenne technocratique qui semble leur échapper. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas, contrairement à ce qu'a l'air de dire Hervé Morin, j'ai l'impression, vous ne pourrez pas renoncer à des parts de souveraineté si ça n'est pas décidé par le peuple souverain lui-même. Et je pense que procéder, comme on l'a fait trop souvent avant, de 1992 à 2005, par des révisions constitutionnelles uniquement parlementaires, ce serait désastreux pour l'Europe. Et j'ajoute aussi que de ce point de vue-là, François Hollande a un sacré problème à gauche. Messieurs, on va parler à présent de ce qui se passe à droite. Hervé Morin, à quelle droite êtes-vous plus sensible aujourd'hui? Est-ce que c'est la droite gaulliste sociale de François Fillon ou est-ce que c'est la droite moderne et décomplexée de M. Jean-François Copé? Je préfère naturellement la modernité.
donc de M. Jean-François Copé. Dites-nous pourquoi. Est-ce que c'est parce que, en choisissant M. Copé, il y a un boulevard pour vous au centre droit? Non, absolument pas. Mais je me suis toujours beaucoup interrogé sur le qualificatif de droite sociale qui était accordé à François Fillon. Voilà, si vous voulez mon point de vue. Il ne représente Je sais pas, enfin voilà, Il ne représente pas cette droite sociale, gaulliste, républicaine, selon vous? Mais il a été Premier ministre de Nicolas Sarkozy pendant 5 ans. Est-ce que vous qualifieriez la politique de Nicolas Sarkozy de droite sociale? Je vous pose la question. La question s'adresse à vous. Ben non, mais je vous laisse y répondre. Vous avez été aussi ministre pendant 3 ans. Ah mais j'ai pas dit le contraire. Non mais c'est pour répondre. Voilà, c'est tout. On aimerait quand même vous entendre en quoi François Fillon ne représente pas une certaine idée du gaullisme social. Mais en quoi il représente? Qu'est-ce qu'il a fait durant 5 ans au gouvernement qui démontre ce gaullisme social? Non, mais lui dit aujourd'hui, voilà, le gaullisme social, c'est moi qui en suis l'héritier. En quoi ça n'en est pas l'héritier? Parce que je ne l'ai pas vu dans l'action politique qui était la sienne de ces 10 dernières années, c'est tout. Moi, ce que je retiens dans gaullisme social, c'est gaullisme. Je sais bien que ce sont des vieilles notions qui n'intéressent peut-être que des gens de nos âges. Mais ce qui est important, c'est que, et je pense que ce sera l'aspect majeur de la droite dans les années qui viennent. Pourquoi? Parce que, en fait, avec cette affaire de fédéralisme, dont vous dites qu'il n'y a eu que des pas tout à fait mineurs, il va se produire une chose, et j'entendais Madame Le Pen ce matin sur BFM, elle le disait, ils vont avancer vers le fédéralisme, ça va fractionner la droite en 2. Et je pense que c'est vrai, c'est-à-dire qu'on va retrouver les mêmes débats que nous avons eus lors de la préparation de l'euro, où au bout du compte, en fait, c'est la droite giscardienne, pour aller vite, qui l'a fini par l'emporter sur le RPR, mais la droite a failli se briser sur cette affaire. Et il va y avoir, le débat va se réouvrir avec cette affaire de fédéralisme, vous serez d'un côté, et il est probable qu'une partie des gaullistes sociaux pourrait être tentée, une partie, par l'autre côté. Pour Hervé Morin, l'homme idéal à la tête de la droite, la fracture, elle est totalement horizontale. Non, mais vous me posez une question. Non, vous m'avez répondu. L'homme idéal, n'exagérons rien non plus. Le profil idéal, on va dire. Une dernière question. Je viens de lire une interview que vous avez accordée à 20 minutes. Vous appelez à un nouveau centre. Vous n'êtes pas lassé d'appeler à ce vœu pieux? Je dis que si on veut arriver à faire quelque chose qui porte dans l'opinion publique, il faut se rassembler et se regrouper. Et non pas se rassembler avec des faux semblants, avec une espèce de cathédrale dans laquelle on acceptera des chapelles. Soit on fait quelque chose de sérieux, soit un jour il faut se poser la question de sa propre existence partisane. Pour une raison simple, c'est que les élections législatives aujourd'hui n'ont plus d'autonomie politique propre. Et vous avez constaté à quel point ces élections législatives de 2007 comme celles de 2012, comme celles de 2007, pardon, avaient d'abord donné la prime à l'étiquette. C'est-à-dire que grosso modo, on donnait l'avantage à celui qui soutenait le président de la République qui venait d'être élu. Donc le centre et c'est valable tant à droite qu'à gauche, d'ailleurs. Le centre est mort, vive le centre. Merci beaucoup Hervé Morin d'avoir été notre invité, Bruno Roger-Petit et Jean-Louis Gombault. Merci à vous messieurs. La suite du 22h avec à présent tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info de Bérangère Dinglas. C'est à la hache, au burin et au cri d'Allah Akbar que les islamistes d'Ansardine ont commencé à détruire ce week-end les mausolées des saints musulmans de Tombouctou. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1998, la perle du désert est surnommée la cité des 333 saints en référence à son passé glorieux. Mais pour les islamistes armés, l'adoration des saints est une hérésie. Tout est haram, interdit, a expliqué leur porte-parole, qui dit agir au nom de Dieu et en représailles de la décision de l'UNESCO d'inscrire jeudi le site sur la liste du patrimoine mondial en péril. Des actes passibles de poursuite pour la procureure de la Cour pénale internationale. Les attaques délibérées contre des bâtiments civils non gardés et non militaires constituent un crime de guerre. Cela inclut les attaques contre les monuments historiques et la destruction de bâtiments religieux. Des opposants syriens sont réunis pour 2 jours au Caire. Sous l'égide de la Ligue arabe, ils tentent d'élaborer une vision commune de l'après-Assad. En plus de 15 mois de révolte, la répression et les combats entre l'armée de Bachar el-Assad et les rebelles ont fait plus de 16 500 morts, en majorité des civils.
L'objectif est de parvenir à une vision unifiée sur la période de transition et l'avenir de la Syrie, a déclaré le porte-parole du Conseil national syrien, principale coalition de l'opposition présente au Caire. Les rebelles de l'armée syrienne libre, composés surtout de déserteurs, ont refusé pour leur part de participer à la réunion, rejetant toute négociation avec le régime. Il aurait dit non. Didier Deschamps aurait refusé de remplacer Laurent Blanc au poste de sélectionneur de l'équipe de France de football. À 43 ans, l'ancien capitaine des Bleus prend à contre-pied la fédération. Ce matin, Didier Deschamps officialisait la fin de son contrat avec l'Olympique de Marseille, se mettant à disposition pour les Bleus. Mais selon lui, les instances françaises du football ne lui donneraient pas assez de moyens pour mener à bien sa charge. Demain, un comité exécutif du football français se penchera précisément sur le remplacement de Laurent Blanc. C'est à la guerre de succession à l'UMP que s'intéresse aujourd'hui Willem, qui prendra la tête du parti gaulliste. François Fillon, candidat depuis ce week-end, ou Jean-François Copé, pas encore déclaré. Ce matin, c'est Alain Juppé qui se proposait comme alternative. Et pour conclure ce journal public dans l'espace avec un document. Et pour conclure ce journal, Public Sénat vous emmène dans l'espace avec un documentaire à suivre intitulé Soyouz Ariane 5. C'est l'histoire de cette fusée soviétique mythique qui depuis peu est devenue européenne. On en parle avec Simon Barbaret. Bonsoir Simon. Bonsoir Sonia. Ce documentaire retrace l'histoire de la conquête spatiale à travers un fleuron de l'industrie soviétique, le lanceur Soyouz. Vous allez être incollable sur cette fusée qui au départ était prévue pour lancer des missiles intercontinentaux. Mais depuis, Soyouz est devenu l'objet de toutes les convoitises car c'est la fusée la plus utilisée pour tout ce qui concerne les vols habités dans l'espace ou les lancements de satellites. Le général de Gaulle a d'ailleurs été le premier dirigeant occidental à voir de ses propres yeux Soyouz. En URSS, il se rend en 1966 et obtient un accord de coopération pour des missions scientifiques dans l'espace. Et Simon, depuis cette collaboration, je crois qu'elle s'est accentuée avec notamment l'arrivée au pouvoir de Jacques Chirac. Oui, c'est ce qu'on perçoit dans ce documentaire, c'est cette symbiose entre Russes et Européens autour du programme spatial civil. De nombreux témoignages viennent enrichir ce film, notamment celui de Claudine Aigneré, la spationaute française qui a effectué 2 vols à bord du lanceur Soyouz. Alors aujourd'hui, après de longues négociations avec les Européens, mais surtout avec la France, le lanceur Soyouz prend son envol depuis le centre spatial guyanais. Et le réalisateur André Hanos insiste sur le fait que ce programme spatial civil est devenu un vecteur important de rapprochement entre les nations. Alors c'est peut-être un exemple de coopération à méditer à l'heure où l'Union européenne traverse une crise, car dans ce domaine bien précis, ce sont les Européens qui détiennent le leadership. Alors on embarque ensemble, donc Soyouz Ariane 5, c'est à suivre tout de suite sur Public Sénat. Belle et douce soirée à vous.